fonction du chardonnay, c'est plutôt calcaire que argileux. Si on est sur les pinots, on va être plus sur des terres noires. Si on part sur les meuniers de vallée de la Marne, là effectivement on va perdre un petit peu ce côté terre blanche et calcaire. Donc il y a une diversité aussi bien au niveau du sol, du sous-sol, des orientations, qui vont permettre à Joseph en disant, ben moi la singularité, je vais aller chercher toutes les individualités, le plus d'individualité possible, le plus de personnalité possible. Et quand il écrit une bonne cuvée, une bonne maison de champagne doit former 2 cuvées de qualité égale, cuvée numéro 1, cuvée numéro 2, c'est que pour lui, il ne veut pas du tout instaurer une notion de premier de la classe. Il n'y a pas une cuvée qui va être meilleure que l'autre. Il n'y a pas un vin qui va lui arriver d'une parcelle qui va être supérieure à une autre. Simplement, il va dire, moi je vais avoir plein de personnalités différentes, et grâce à l'assemblage, puisque nous, champenois, on a quand même un petit peu manque de soleil, donc on a des maturités qui sont un petit peu faibles, et par contre des acidités qui sont un peu élevées, et grâce à notre effet de l'assemblage, on va recréer la plus généreuse expression du champagne. Ça, c'était pour l'explication d'un petit peu du début de sa phrase. Et quand il écrit année après année, indépendamment des aléas climatiques, comment on peut rendre les choses indépendantes des aléas climatiques? Et bien l'idée qu'il a en 1843, et ça c'est très novateur parce que ça n'existe nulle part ailleurs, c'est qu'il va conserver des vins des années précédentes. Alors bien sûr au début ce ne sont pas des quantités astronomiques, mais ce qui va lui permettre de donner cette notion qu'on connaît tous aujourd'hui des vins de réserve et de les utiliser à chaque nouvelle création de sa cuvée numéro 1, qui est l'ancêtre de la grande cuvée, pour accompagner l'année. Si on a une année en Champagne qui manque de maturité, si lui il a eu la chance de garder des vins qui étaient un peu plus sur la maturité, matin il va dire Eureka, j'ai eu la chance, je vais aller assembler avec mes vins de réserve qui sont un peu plus sur la rondeur, sur l'expression, pour accompagner la création d'une nouvelle édition de grande cuvée. Donc il va petit à petit constituer une bibliothèque de vins de réserve et il va donner naissance à la première maison de champagne qui va élaborer des cuvées de prestige. Et puis il écrit aussi, donc une bonne maison de champagne doit former 2 cuvées de qualité égale. La cuvée numéro 1, je viens de vous l'expliquer, l'ancêtre de la grande cuvée. La cuvée numéro 2, on pourrait dire c'est l'ancêtre du millésime. Dans le millésime en Champagne, c'est obligatoirement 100% des raisins de la récolte qui est indiqué sur l'étiquette. Et puis là il va dire, mais moi je ne conçois pas, comme je ne veux pas de premier de la classe, je ne veux pas de hiérarchie à travers mes vins, à travers mes cuvées, à travers mes champagnes. La cuvée numéro 2, c'est une cuvée qu'on ne va pas être obligé de réaliser chaque année. Par contre, on va peut-être attendre les circonstances de l'année, qu'elles soient explicites, qu'on ait à la dégustation pointé le doigt en disant, bah tiens, cette année, tous les vins à travers la dégustation ont raconté cette histoire, et cette histoire-là, on va la capturer à travers Krug. Et ça va être la naissance, la notion de millésime qui va prendre naissance au milieu de la maison Krug. Donc chez Krug, vous verrez bien, puis on va en parler beaucoup ensemble, il n'y a pas du tout de notion de hiérarchie, il n'y a pas la grande cuvée qui fait la base de la pyramide, et puis après vous n'avez pas le millésime, après vous n'avez pas le Clos du Mini, après vous n'avez pas le Clos d'Ambonnet, non, ou le rosé qui est au milieu, non. Tout le monde est sur le même piédestal, tout le monde est élaboré avec le même sens du détail. Ce qui va faire la différence, c'est peut-être les quantités, puisque l'assemblage, par exemple, la 167e édition qu'on vous sert là, c'est une base de vendange recréée autour de la vendange 2011. Il y a 191 vins, je crois, qui ont été assemblés sur plus de 11 années regroupées. Donc vous voyez cette richesse. Le plus vieux vin de réserve, c'est un vin des années 95-96. Il faudra checker le Krugadi, parce que toutes les bouteilles de Krug maintenant ont un numéro d'identification. Et c'est très facile, c'est-à-dire qu'avec ce numéro d'identification, dans le cartouche Google, vous tapez ID avec les 6 chiffres, et vous allez être immédiatement emmené sur le site Krug, et toutes les bouteilles vont vous expliquer, tous ces codes-là vont vous raconter l'histoire de la bouteille. Aussi bien tous les challenges que toute l'équipe autour de moi a affronté durant ces années-là, mais aussi tous les conseils de conservation, tout ce qui est l'association Krug avec la gastronomie. Donc vous savez très bien que ça c'est une histoire qui dure depuis des décennies. Je pense qu'en Belgique on a tellement aussi de beaux chefs dans la gastronomie que Krug est présent et connu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et puis vous avez aussi toute une notion qui est particulière et assez nouvelle, même si à travers la famille Krug, cette notion-là existait depuis la naissance, c'est-à-dire Krug, relation avec la musique. Alors, c'est vrai que cette relation avec la musique,
On a mis ça un petit peu en avant depuis quelques années. Et surtout, c'était le constat de dire quand on invite des gens à la maison, on fait des dégustations, on peut proposer des dégustations de vin de base. Vous venez dégustation de vin clair, pour vous ça va très bien, vous êtes spécialiste de tout ça, mais il y a des personnes, c'est tellement loin et abstrait et surtout tellement difficile à partager qu'on s'est dit comment on pourrait créer un lien entre ces dégustateurs, nos Krug Lovers et nous qui dégustons presque tous les jours au niveau des vins de base. Et la musique nous a paru un langage universel. Donc on a travaillé sur les vins de base avec la société l'IRCAM, l'Institut de recherche Pierre Boulez. Voilà, Boulez, à Paris, dans les années 50. Donc là, on a travaillé pendant plus de 18 mois avec des ingénieurs de l'IRCAM, où ils sont venus nous écouter, ils ont listé tous nos mots que toute l'équipe exprimait à travers les vins qu'on dégustait, et puis ils ont travaillé de leur côté, puis bon an, mal an, à un moment donné, on a commencé à travailler autour de certaines créations. On a fait une salle de dégustation qui est une immersion musicale, hein, et à chaque fois, on a créé 10 thèmes en fin de compte qui correspondent à 10 régions. C'est pas aussi précis que les quelques centaines de villages qu'on connaît en Champagne, mais pour nous, il y avait 10 régions fondamentales qui sortaient un petit peu au niveau expression, et on a réussi à caler autour de ces régions-là des expressions musicales à chaque fois uniques et différentes. Alors on était 2 sur les 6 à travailler sur ce sujet de la musique, et ce qui était assez sympa, c'est qu'à la fin, quand on a présenté à tout le reste de l'équipe ces différents univers musicaux, et ben, l'équipe a reconnu des univers en disant bah, tiens, cet univers-là, ça serait plutôt, je vais dire, je sais pas, la Côte des Blancs, les Chardonnays de Ménil ou d'Avis. Donc notre pari était un petit peu réussi, ça nous a fait énormément plaisir. Donc c'est vraiment une immersion, ça c'est toute la dégustation de vin clair à travers l'IRCAM, mais vous avez aussi à travers notre site, à chaque numéro d'identification de chaque bouteille Krug, un petit peu la possibilité d'aller choisir des morceaux, soit des artistes contemporains qui sont venus à la maison, que j'ai reçus, fait la visite, on a fait une dégustation, on leur a fait partager un peu nos différentes sensibilités, et suite à ça, ces personnes-là, que ce soit Jackie Terrasson, jazzman, que ce soit Gregory Porter aussi, jazzman, et ben, ils ont composé pour nous, ils ont repris des morceaux existants qu'ils avaient déjà créés en disant ben voilà, moi telle cuvée chez Krug, ça me fait plutôt penser à ça. Donc il y a toute une association avec la musique qui est sympa. Pour moi, ça va au-delà de l'effet tiens, on passe un bon moment parce qu'on entend des bons morceaux. Non, c'est vraiment, on s'aperçoit, et ça c'est scientifiquement prouvé, que la musique va un petit peu au niveau cérébral nous ouvrir, nous permettre d'être complètement prêts à recevoir ces émotions, ces intensités. Au niveau de l'éveil des sens. On sait très bien que dans un spa, on ne va pas mettre du rock'n'roll de AC/DC, ça va être plutôt une musique sympa, cool, pour mettre les personnes en condition. Ben, je dirais qu'en extrapolant, que la musique aussi va nous ouvrir un petit peu une sensibilité, de nous permettre de capter les différentes nuances, sensations des champagnes qu'on déguste. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous rapidement en introduction. Je vous souhaitez bien sûr bonne santé, et je suis complètement ouvert à vos questions. Et juste, c'est votre gala d'adieu en fait aujourd'hui. Bah non, j'en reviendrai quand même. Hein. J'ai peur. Thibaut, t'as préparé des mouchoirs. Et qui va vous succéder alors? Alors c'est Julie Caville. Julie, vous avez peut-être croisé, si vous êtes venu... Quand on est venu à Londres, voilà, c'était en face de moi. Ouais, tout à fait. Et donc ça fait depuis 2006 qu'elle travaille auprès de moi. Chez Krug, on parle toujours de cette notion de temps, hein, puisque là on est sur la grande cuvée 167e édition, c'est une réalisation à partir de la vendange 2011, on est en 2019, vous voyez Krug, il faut prendre le temps au temps, il faut laisser le temps. Moi je m'amuse toujours à dire que Krug, il faut prendre le temps de construire l'inoubliable. Et cette notion de temps, elle est parfaite dans la maison. Je ne voyais pas quelqu'un pour me succéder, choisir pendant 6 mois, au bout de 6 mois, dire bah tiens, cette personne-là, 6 mois d'ancienneté, c'est bien, elle va me prendre ma suite. Non, non. Je pense que Krug, il faut déjà, il y a toute une équipe et il faut prendre le temps. Regardez, la première cuvée, ça met 7 ans. Le millésime, c'est 10-11 ans. On va parler du millésime 2006, ça fait 13 ans. Donc en gros, moi j'avais toujours dit, quand je serai prêt à partir à la retraite, 7 ans avant maximum, j'arrêterai de créer les cuvées. Parce que je ne veux pas, une fois que je serai parti, que la personne qui en parle, elle dise, ben ça c'est les cuvées qu'a créé Eric, tout ça. Donc il y a quand même de la sensation, il y a de l'humain, il y a de l'intuition derrière la création des cuvées.
Donc je préfère que ça soit la personne qui prenne ma suite, qui parle au mieux de ces cuvées qu'elle a réalisées. Donc il est temps, on est dans la dernière étape. Mais je voyagerai toujours hein, quand même, hein. Je ne suis pas à la retraite dans une année. Hein. Je parais si vieux que ça. Non, c'est une question.